Il s'agit d'un moteur électrique. C'est l'un des dispositifs les plus importants jamais inventés. Ces moteurs sont utilisés partout. Que ce soit pour pomper l'eau que nous buvons, pour alimenter des ascenseurs et des grues, ou même pour refroidir des centrales nucléaires. Nous allons donc en regarder un et apprendre en détail exactement comment il fonctionne dans cette vidéo. Le moteur à induction ressemblera à quelque chose comme ça. Il transforme l'énergie électrique en énergie mécanique, que nous pouvons utiliser pour entraîner des pompes, des ventilateurs, des compresseurs, des engrenages, des poulies, etc. Presque toutes les pièces sont maintenues à l'intérieur du boîtier principal. À l'avant, nous trouvons l'arbre. C'est la partie qui tourne et nous pouvons y connecter des choses comme des pompes, des engrenages et des poulies pour faire le travail à notre place. À l'arrière, nous trouvons le ventilateur et un couvercle de protection. Le ventilateur est relié à l'arbre et il tourne donc à chaque fois que le moteur fonctionne. Le moteur à induction peut produire beaucoup de chaleur lorsqu'il fonctionne. C'est pourquoi le ventilateur souffle de l'air ambiant sur le boîtier pour le refroidir. Si le moteur à induction devient trop chaud, l'isolation des bobines électriques internes fondra, provoquant un court-circuit, et le moteur se détruira. Les ailettes situées sur le côté du boîtier contribuent à augmenter la surface et cela nous permet d'éliminer plus de chaleur indésirable. L'arbre est supporté par des roulements qui se trouvent à l'intérieur des boucliers avant et arrière. Les roulements aident l'arbre à tourner en douceur et à le maintenir en position. À l'intérieur du boîtier, nous trouvons le stator. Le stator est fixe et ne tourne pas. Il est constitué d'un certain nombre de fils de cuivre qui sont enroulés en bobine entre les fentes situées sur le périmètre intérieur. Le fil de cuivre est recouvert d'un émail spécial qui isole électriquement les fils les uns des autres. Ce qui signifie que l'électricité doit circuler à travers toute la bobine, sinon elle prendrait le chemin le plus court possible. Et nous verrons pourquoi c'est important un peu plus loin dans cette vidéo. Il s'agit d'un moteur à induction triphasé. Nous avons donc 3 jeux de bobines séparées dans le stator. Les extrémités de chaque ensemble se connectent aux bornes de la boîte à bornes électriques. Nous verrons comment elles sont connectées un peu plus tard dans cette vidéo. Lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique, le stator génère un champ électromagnétique tournant. Le rotor est relié à l'arbre. Dans ce cas, c'est un rotor de type cage d'écureuil. Il est appelé cage d'écureuil parce qu'il a 2 anneaux d'extrémité qui sont reliés par des barres et qui tournent ensemble. Cette conception est similaire à une petite cage ou une roue d'exercice utilisée par un hamster de compagnie ou même un écureuil. La cage d'écureuil est équipée d'un certain nombre de tôles d'acier laminées. Ces tôles permettent de concentrer le champ magnétique sur les barreaux. Les tôles sont utilisées à la place d'une pièce de métal solide, car cela améliore l'efficacité en réduisant la taille des courants de Foucault dans le rotor. Lorsque le rotor est placé à l'intérieur du stator et que le stator est connecté à une alimentation électrique, le rotor commence à tourner. Comment cela est-il possible? Lorsque l'électricité passe à travers un fil, un champ électromagnétique est généré autour du fil. Nous pouvons le constater en plaçant des boussoles autour du fil. Les boussoles tournent pour s'aligner sur ce champ magnétique. Si la direction du courant est inversée, le champ magnétique s'inverse également. Et de ce fait, les boussoles changent de direction. Le champ magnétique du fil tire et pousse les cadrans de la boussole. Tout comme si on faisait glisser 2 barreaux magnétiques l'un vers l'autre. Ils seront soit attirés, soit repoussés. Nous pouvons même utiliser un aimant pour faire tourner un autre aimant. Ou bien encore, nous pouvons faire tourner l'aimant en modifiant l'intensité du champ magnétique autour de lui. Si nous plaçons un fil dans un champ magnétique et faisons passer un courant à travers lui, le champ magnétique du fil interagira avec les aimants permanents. Le champ magnétique et le fil subiront une force. Cette force déplacera le fil vers le haut ou vers le bas, selon le sens du courant et la polarité des champs magnétiques. Si nous enroulons le fil dans une bobine, le champ électromagnétique devient plus fort. La bobine produira un pôle nord et un pôle sud, tout comme un aimant permanent.
Nous appelons ces bobines de fil des inducteurs. Lorsque nous faisons passer un courant alternatif dans le fil, les électrons changent constamment de direction, allant en avant et en arrière en permanence. Ainsi, le champ magnétique va également se dilater et s'effondrer, et la polarité s'inversera à chaque fois. Lorsque nous plaçons une autre bobine, séparée, à proximité immédiate et que nous complétons le circuit, le champ électromagnétique induira un courant dans cette seconde bobine. Nous pouvons connecter deux bobines ensemble et les placer l'une en face de l'autre pour créer un champ magnétique plus important. Si nous plaçons une boucle fermée de fil à l'intérieur de ce grand champ magnétique, nous induirons un courant dans la boucle. Comme nous le savons, lorsque nous faisons passer un courant à travers un fil, il génère un champ magnétique. Et nous savons également que les champs magnétiques se poussent ou s'attirent mutuellement. Ainsi, cette boucle de fil générera également un champ magnétique. Et celui-ci interagira avec le champ magnétique plus large. Chaque côté de la bobine subira des forces opposées, ce qui la fera tourner. Cette boucle est donc notre rotor et les bobines sont le stator. Le rotor ne tournera que jusqu'à ce qu'il soit aligné avec les bobines du stator, puis il se bloquera lorsque le courant induit s'inversera avec la bobine. Pour surmonter cela, nous devons introduire un autre ensemble de bobines dans le stator et nous devons les connecter à une autre phase. Les électrons circulent dans cette phase à un moment légèrement différent, de sorte que le champ électromagnétique changera également d'intensité et de polarité à un moment légèrement différent lui aussi. Cela obligera le rotor à tourner. À l'intérieur du moteur à induction, nous avons trois bobines séparées qui sont utilisées pour produire un champ électromagnétique rotatif. Lorsque nous faisons passer un courant alternatif dans chaque bobine, les bobines produisent un champ électromagnétique qui change d'intensité et de polarité lorsque les électrons changent de direction. Mais si nous relions chaque bobine à une phase différente, les électrons de chaque bobine changeront de direction à un moment différent. Cela signifie que la polarité et l'intensité du champ magnétique se produiront également à un moment différent. Pour distribuer ce champ magnétique, nous devons faire tourner les bobines de 120 degrés par rapport à la phase précédente, puis les combiner dans le stator. Le champ magnétique varie en intensité et en polarité entre les bobines, qui se combinent pour produire l'effet d'un champ magnétique tournant. Nous avons vu plus haut dans cette vidéo que le courant peut être induit dans une seconde bobine, lorsqu'elle est à proximité. Les barres de la cage d'écureuil sont court-circuitées à chaque extrémité, ce qui crée de multiples boucles ou bobines, chaque barre induisant ainsi un courant et créant un champ magnétique. Le champ magnétique des barres du rotor interagit avec le champ magnétique du stator. Le champ magnétique des barres du rotor est attiré par le champ magnétique du stator. Comme le champ magnétique tourne, le rotor tournera donc également dans le même sens que le champ magnétique pour essayer de s'aligner avec lui, mais il ne pourra jamais le rattraper complètement. Les barres du rotor sont souvent inclinées. Cela permet de répartir le champ magnétique sur plusieurs barres et empêche le moteur de s'aligner et de se bloquer. Le stator contient toutes les bobines ou enroulements utilisés pour créer le champ électromagnétique tournant lorsque l'électricité passe dans les fils. Pour alimenter les bobines, on trouve une boîte à bornes électrique sur le dessus ou parfois sur le côté. À l'intérieur de cette boîte, nous avons 6 bornes électriques. Chaque borne a une lettre et un chiffre correspondant. Nous avons U1, V1, W1, puis W2, U2 et V2. Notre bobine de phase 1 est connectée aux 2 bornes U. Puis les bobines de phase 2 sont connectées aux 2 bornes V. Et enfin, la bobine de phase 3 est connectée aux 2 bornes W. Notez que les bornes électriques sont disposées dans une configuration différente d'un côté à l'autre. Nous verrons pourquoi dans un instant. Nous amenons maintenant notre alimentation électrique triphasée et nous la connectons à ces bornes respectives. Pour que le moteur fonctionne, nous devons compléter le circuit et il y a 2 façons de le faire. La première est la configuration en triangle.
Pour cela, nous connectons les bornes de U1 à W2, V1 à U2 et W1 à V2. Cela nous donnera notre configuration delta. Maintenant, lorsque nous fournissons du courant alternatif à travers les phases, nous voyons que l'électricité circule d'une phase à l'autre, car le sens du courant alternatif s'inverse dans chaque phase à un moment différent. C'est pourquoi les bornes sont disposées différemment dans la boîte à bornes, car nous pouvons facilement nous connecter et permettre à l'électricité de passer d'une phase à l'autre lorsque les électrons s'inversent à différents moments. L'autre façon de connecter les bornes est d'utiliser la configuration en étoile, ou Y. Dans cette méthode, nous connectons W2, U2 et V2 sur un seul côté. Cela nous donnera notre connexion équivalente en étoile ou en Y. Maintenant, lorsque nous faisons passer l'électricité à travers les phases, nous voyons que les électrons sont partagés entre les terminaux des phases. En raison de leur différence de conception, la quantité de courant qui circule dans la configuration en étoile et delta est différente. Et nous verrons quelques calculs pour ceci vers la fin de la vidéo. Regardons la différence entre les configurations en étoile et en delta. Disons que nous avons le moteur connecté en delta, avec une tension d'alimentation de 400 volts. Cela signifie que lorsque nous utilisons un multimètre pour mesurer la tension entre deux phases, nous obtenons une lecture de 400 volts, que nous appelons tension de ligne à ligne. Maintenant, si nous mesurons aux deux extrémités d'une bobine, nous voyons à nouveau la tension de 400 volts entre les lignes. Supposons que chaque bobine ait une résistance ou une impédance de 20 ohms, puisqu'il s'agit d'un courant alternatif. Cela signifie que nous obtiendrons une lecture de courant de 20 ampères sur la bobine. Nous pouvons calculer cela à partir de 400 volts divisé par 20 ohms, soit 20 ampères. Mais le courant dans la ligne sera différent. Il sera de 34,6 ampères. On obtient cela en multipliant 20 ampères par la racine carrée de 3, soit 34,6 ampères. Car chaque phase est connectée à deux bobines. Maintenant, si nous regardons la configuration en étoile ou en Y, nous avons à nouveau une tension de 400 volts entre les lignes. Nous voyons cela si nous mesurons entre deux phases quelconques. Mais dans la configuration en étoile, toutes nos bobines sont connectées ensemble et se rencontrent au point étoile ou au point neutre. C'est à partir de ce point que nous pouvons faire passer un fil neutre si nécessaire. Donc cette fois-ci, lorsque nous mesurons la tension aux extrémités d'une bobine, nous obtenons une valeur inférieure de 230 volts. Parce que la phase n'est pas directement connectée à deux bobines comme dans la configuration delta. Une extrémité de la bobine est connectée à une phase, mais l'autre est connectée au point partagé. Donc la tension est partagée. La tension est moindre car une phase est toujours inversée. Nous pouvons calculer cela en divisant 400 volts par la racine carrée de 3, ce qui donne 230 volts. Comme la tension est inférieure, le courant le sera aussi. Si cette bobine a également une impédance de 20 ohms, alors 230 volts divisé par 20 ampères égale 11,5 ampères. Le courant de ligne sera donc également le même, soit 11,5 ampères. On peut donc voir, dans la configuration delta, que la bobine est exposée à la totalité des 400 volts entre deux phases. Mais que la configuration de départ n'est exposée qu'à 230 volts entre la phase et le point neutre. L'étoile utilise donc moins de tension et moins de courant que la version delta. Ok, c'est tout pour cette vidéo, mais pour continuer à apprendre le génie électrique, regardez une des vidéos à l'écran maintenant et je vous y retrouverai pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ainsi que sur theengineeringmindset.com.